Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Viva Culture. Aujourd'hui, l'association Maison de la Culture du Havre s'est intéressée à la situation des acteurs culturels après l'annonce de la fermeture prolongée des lieux culturels à partir du 7 janvier jusqu'à une date indéterminée. Et on entendra aujourd'hui une bonne nouvelle, c'est-à-dire le maintien du festival Le Goût des Autres, avec une formule aménagée. Nous écouterons l'adjointe à la culture, Madame Fabienne Delafosse, le programmateur, Serge Rouet, et ensuite, j'interviewerai Jean-François Drian, directeur du Volcan, puis Franck Testard, directeur du Tetris. Bonjour Madame Delafosse. Alors vous êtes adjointe à la culture à la mairie du Havre et je vous appelle de la part de beaucoup d'auditeurs pour avoir des nouvelles de notre festival. Je dis notre parce que nous le sommes appropriés dans le fond, la population du Havre. Le festival Le Goût des Autres qui existe, je le rappelle, depuis 2013. Absolument. Et écoutez, c'est avec un grand plaisir que je peux vous annoncer que ce festival va avoir lieu. Alors sous une forme un petit peu différente puisqu'on sera sur un festival en ligne. Voilà, on a absolument tenu quand même à maintenir un événement parce que la création littéraire, parce que la littérature et le plaisir de lire est quelque chose de très important dans nos politiques publiques. Donc ça nous paraissait quasi impossible en fait. C'est vraiment entre le cœur et la raison, c'est le cœur qui a pris le dessus et voilà, ça nous paraissait impossible de ne pas faire une proposition. Oui, c'est une bonne nouvelle pour nous. Oui, alors vous nous parlez peut-être un petit peu de cette nouvelle formule. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, donc c'est une nouvelle formule dans le sens où ça va être forcément tout en ligne, donc sur Internet. Mais c'est vrai qu'on n'a pas voulu faire ce que d'autres festivals ont pu faire et dont on a vu, même sur certains forums économiques, voilà, le succès était peut-être un petit peu mitigé de captation pure et simple. Oui. On est vraiment parti en réinventant également les formats numériques. Donc ça va être beaucoup sous forme de podcast, donc des petites interviews d'un quart d'heure, un peu comme sur un format radio, comme on peut avoir sur certaines émissions culturelles. Oui. Et puis aussi des Facebook Live, notamment pour les lectures musicales. Ah oui. Oui, effectivement. Et les artistes, les écrivains vont venir au Havre. Les écrivains vont venir. Oui, on a aussi tenu à ce que les enregistrements se fassent au Havre. Les lectures se font à la bibliothèque universitaire ou à la bibliothèque Oscar Niemeyer ou encore au théâtre de l'Hôtel de Ville. Donc oui, c'était important quand même pour nous de garder aussi le lien avec les auteurs qui sont investis dans le festival depuis un petit moment, parce que voilà, une programmation, ça se fait pas en une quinzaine de jours. Donc ils avaient aussi très envie et c'est l'occasion, pour certains de découvrir le Havre et puis d'être avec nous aussi pour faire ensemble cette programmation. Bien sûr. Vous nous rappelez peut-être les dates et le lien que nous pouvons retenir pour consulter en particulier la programmation ? Oui, alors ça commencera le jeudi 21 janvier, donc à partir de 18h30. Ça commence par une rencontre avec Philippe Besson, donc c'est un entretien podcast audio. Donc le mieux, c'est de se connecter simplement sur le site du festival Le Goût des Autres, voilà. Ou sur le site lehavre.fr, puisque voilà, les deux seront en lien. Mais c'est vrai que voilà, le site du festival Le Goût des Autres, c'est encore peut-être la porte d'entrée la plus facile. Oui. Oui, pardon. Non, je vous en prie. Et puis voilà, et après ça continue jusqu'au dimanche 24 janvier 18h30. Et donc on se retrouve le vendredi 22 à partir de 18h. Le 23, le samedi, on commence un petit peu plus tôt, dès 16h. Et en général, jusqu'à 19h, on propose des petites formules. Oui, voilà. Et nous ne serons pas gênés par le couvre-feu. Absolument. Voilà, on pourra faire ça tranquillement avec un bon verre de vin ou une tisane selon les préférences de chacun et écouter et regarder les belles lectures que vont nous proposer les artistes, dont certains artistes havrais qui participent. Je pense à la comédienne Laetitia Bottella et puis au plasticien Patrice Balvet, qui vont participer à la lecture musicale de la Cour des Ténèbres. Comment avez-vous pu faire avec les jeunes publics ?
Alors, les jeunes publics, cette année, donc c'est justement La Cour des Ténèbres, c'est cette lecture musicale Oui, qui s'adressait à un public plutôt adolescent, oui, puisque c'est l'auteur Victor Dixon et Vampiria. Et on se dit que ce format va peut-être plus les toucher finalement que un format institutionnel du festival, puisqu'ils pourront le regarder éventuellement via leur smartphone ou tout autre écran qui leur est cher, hein, à nos amis adolescents. Donc finalement, la programmation, je dirais, de cette année pour le oui. jeune public, colle plutôt bien aussi à la réalité de leur manière de, même si j'aime pas bien ça, mais de consommer la culture. Oui, mais finalement, vous allez toucher énormément de monde. On espère justement avec cette expérimentation, parce qu'on expérimente aussi ces nouveaux formats, pouvoir toucher un public différent et un public qui n'aurait pas l'habitude de venir et qui peut-être, en découvrant via un écran ces nouvelles formules, se dira l'année prochaine que finalement le festival il est aussi fait pour lui et Oui, qu'il aura envie de venir le découvrir cette fois-ci en réel. Et on espère tous l'année prochaine pouvoir se retrouver dans un oui, oui, bien sûr. festival où avec du Bien lien comme sûr. on aime le faire. Bien sûr. Écoutez, Madame Delafosse, est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter? Parce que je suis très contente de ces nouvelles, bien sûr, qui vont rassurer beaucoup de public. Peut-être on pourrait parler de notre master de création littéraire? Alors oui, c'est vrai que cette année ça a été un petit peu compliqué, de faire des créations littéraires comme on fait d'habitude avec les étudiants, puisque les universités ont été, alors sans être fermées, mais en tout cas Oui, dans des conditions un petit peu particulières. Donc par contre, je les invite bien sûr à venir regarder et écouter, oui, parce que ça va être encore très riche et je suis sûre que l'année prochaine on sera très heureux de les retrouver à nouveau sur nos formats habituels. oui, voilà. Alors en tout cas, nous serons contents de rencontrer les écrivains, peut-être pas en chair et en os, mais au moins face à nous, nous parler de leurs livres. Vous aurez sûrement les mêmes médiateurs, intervieweurs que d'habitude? Oui, a priori, on est resté à peu près sur sur les mêmes personnes. Et puis c'est vrai que c'était une chance aussi pour nous maintenant ce festival de faire travailler des techniciens aussi beaucoup qui pour Oui, l'instant sont un petit peu à l'arrêt. Donc c'est vrai. le fait de réouvrir, on réouvre un petit peu exceptionnellement nous le théâtre de l'Hôtel de Ville à cette occasion et je vous cache pas que les équipes Oui, sont heureuses même s'il n'y a pas le public et ça c'est toujours très difficile, oui, mais oui, oui. malgré tout, le théâtre va reprendre vie l'espace d'un temps et ça, je peux vous assurer qu'en ce moment, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Oh là là, vous avez raison. Ça va nous sortir de notre morosité. Exactement, oui. Voilà. Donc vraiment, je vous invite tous à partir du 21 janvier à vous connecter et à suivre ces belles lectures. Eh bien, Madame Delafosse, un grand, grand merci. Puis alors, à bientôt. Merci à vous et à très bientôt. Bonjour, Monsieur Serge Rouet. Bonjour. Voilà, je vous appelle pour Viva Culture et je suis heureuse de vous parler au téléphone, bien sûr, pour respecter le protocole sanitaire, pour nous parler du festival Le Goût des Autres. Vous savez sans doute que beaucoup de Havrais sont fidèles du festival depuis 2013. Alors, quel est le thème cette année? Ah oui, ça je sais que les Havrais sont fidèles au festival puisque les longues files d'attente de l'an passé pour découvrir en clôture la lecture de La Servante écarlate par Julie Depardieu me laisse à la fois un bon souvenir et puis un peu de nostalgie. C'est vrai qu'aujourd'hui les conditions sanitaires ne nous permettent pas d'organiser un festival en live, c'est-à-dire comme depuis 10 ans, de faire en sorte que le public rencontre des écrivains et des artistes et qu'on puisse partager tout ensemble le plaisir de la littérature, de la rencontre entre le livre et la scène, qui fait toute la force, tout le sel de ce festival. Alors, mais en même temps, face à cet attachement, on n'avait pas envie de renoncer. On avait envie de porter des choses fortes, intelligentes, qui puissent être sensibles et qui puissent passer parce que l'époque est ainsi, passée par les écrans et former autour du public du Goût des Autres une sorte de communauté qui va aller à la rencontre d'un thème, d'une thématique cette année qui s'appelle les frontières du réel. Oui, vous nous en dites un petit peu plus? Oui, je vous sens impatiente et curieuse. Exactement. Oui. Donc alors je vous parlais de Julie Depardieu et de La Servante écarlate parce que vous savez
une édition, quelque part, elle prépare un peu l'autre. Et sortant de cette lecture de La Servante écarlate, nous nous sommes dit, avec toute l'équipe du Goût des autres, qu'il y avait toute une dimension qui était à la fois explorée de temps en temps dans le festival autour des littératures de l'imaginaire, mais qu'on pourrait en faire davantage et de confronter dans une édition très ouverte les littératures qu'on dit de l'imaginaire, c'est-à-dire toutes ces littératures qui puissent puisent leur forme dans la science-fiction, dans cette regard qui est teinté d'un très très fort imaginaire sur l'avenir et sur l'anticipation, et que ça pourrait être intéressant de confronter ces littératures de l'imaginaire à ce qu'on appelle aujourd'hui les littératures du réel, c'est-à-dire tous ces écrivains qui puisent dans le réel, dans le quotidien, matière à raconter le monde tel qu'il est, le monde d'aujourd'hui. Et quand on a un thème comme le goût des autres, qui est l'appellation de la manifestation, ces littératures de l'imaginaire, comme ces littératures du réel, elles prennent, il y a une sorte de lien qu'on peut développer à travers la présence d'un certain nombre de figures de la littérature qui vont venir explorer à travers nos écrans ces différents thèmes. Oui. Alors, je peux vous donner quelques noms, si vous voulez. Mais c'est ça, allez-y. Alors, du côté des littératures de l'imaginaire, il y a deux personnalités importantes qui vont être, au départ de cette réflexion. C'est d'abord Alain Damasio. Alain Damasio, c'est vraiment une des grandes figures des littératures de l'imaginaire. Il a d'ailleurs eu, pour son livre Les Furtifs, son roman Les Furtifs, le Grand Prix de l'imaginaire 2020. Oui. C'est aussi l'auteur culte de La Horde du Contrevent. Voilà, il a l'avantage aussi, et c'est très important au goût des autres, d'avoir une audience qui est à la fois très ouverte sur le public adolescent et le jeune public, et aussi de pouvoir, par ses thématiques, par son engagement social et politique, d'intéresser, les plus grands. Donc voilà, on a là une figure d'une personnalité qui regarde vers le futur, mais dans sa manière d'appréhension du futur et de l'anticipation, il dit des choses qui sont terriblement fortes, qui disent terriblement l'époque dans laquelle on est. Et c'est aussi le cas d'un de nos autres grands invités, qui est Bernard Werber, avec un livre en forme de clin d'œil qui s'appelle La planète des chats. Oui. La planète des chats, ça nous renvoie quelque peu à La planète des singes. La planète des singes, le roman de Pierre Boulle, qui nous racontait aussi, qui portait une réflexion à la fois sur l'homme, sur l'animal, sur l'anticipation, et dans l'époque dans laquelle on est, dans les temps incertains dans lesquels nous sommes, effectivement, toutes ces réflexions ont un point d'appui sur un regard sur la société d'aujourd'hui, et quelque part d'autres traduisent ça aussi tenant des littératures du réel. Je pense notamment à la philosophe Adèle Vendrette, qui vient de publier aux éditions Gallimard un livre qui s'appelle La vie ordinaire. Quoi de plus réel que la vie ordinaire? Je pense à Philippe Beston, qui sera également avec nous pour un nouveau portrait. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui a le goût des autres, qui raconte de livre en livre des portraits de gens en plein cœur de la société. Cette fois-ci, c'est le portrait d'une mère. Le livre s'appelle Le dernier de la famille. C'est quand on voit le dernier enfant partir, quitter la maison. Oui. Et puis, du côté de la bande dessinée aussi, le journaliste Philippe Collin, le journaliste de France Inter, qui, avec une bande dessinée, raconte une histoire très teintée d'histoire avec un grand H. Ça s'appelle La patrie des frères Werner. Il sera également de l'autre côté de l'écran pour nous faire partager son regard sur le monde, à la fois son regard d'historien, puisqu'il est féru d'histoire, son regard de scénariste de bande dessinée. Et c'est vraiment, comme toujours, au goût des autres, la croisée des dimensions artistiques, la croisée des univers qu'on va porter tout au long de cette édition en ligne. C'est ça. Je crois que vous avez aussi invité Lola Lafont. Oui, alors, autre personnalité importante, et nous sommes vraiment très fiers de sa venue, parce que c'est sa première, et on se faisait un plaisir et un bonheur de la présenter quelque peu au public cette année, c'est Lola Lafont. Lola Lafont, on la connaît, de longue date, même si elle n'a pas publié énormément de livres, mais je pense que le public se souvient très bien de La petite communiste qui ne souriait jamais, qui était un très très beau livre sur Nadia Comanfini. Elle nous revient avec un texte qui est vraiment en prise
avec le réel, qui s'appelle Chaviré, qui a eu le prix France Culture Télérama des étudiants. Voilà, elle nous raconte une histoire de femme, elle nous raconte une histoire de consentement, elle nous raconte effectivement la lutte des femmes et quel thème on ne peut plus puissant aujourd'hui, on ne peut plus réel, on ne peut plus nécessaire. Oui. Et Lola Lafont a la force du roman, a la force de la fiction pour raconter le monde d'aujourd'hui. Voilà. Donc on peut partir d'énormément d'imagination pour raconter en anticipation le monde, mais on peut aussi partir du réel, de ce qu'on peut voir, de tout ce qu'on peut sentir de la société actuelle pour raconter le monde, pour raconter le réel. Et voilà. Et on va faire feu de ces différentes approches pour montrer à quel point les écrivains sont importants dans la société. Les écrivains et leur engagement sont importants, sont à vivre, comme d'autres voix qu'on peut entendre dans le débat social. C'est évident. Mais voilà, c'est très important de pouvoir dire que les écrivains sont là et que les écrivains ont une forme de sagesse et une mission aussi d'équipe au travers de la littérature. C'est ça, ajoutons qu'ils nous ont beaucoup aidés pendant cette période. Oui. Et on voit aujourd'hui le succès. Il y a un certain nombre de succès. On voit tout ce mouvement qu'il y a eu pour la réouverture des librairies, ce mouvement de lecture publique également très très important, où chacun se rend compte à quel point le livre est important, de pouvoir se passer un livre, de pouvoir parler de livres. Je sais que vous le faites beaucoup dans cette émission, que ça c'est très important pour le lien social, pour cette manière d'être ensemble. Oui. Et voilà. Et donc le goût des autres, même en ligne, il réaffirme ça tout au long de sa programmation. Et puis, c'est aussi une programmation qui se fait plaisir, qui est une programmation très ouverte. Là, on aura le bonheur d'accueillir Olivia Ruiz. Olivia Ruiz, on connaît la chanteuse, on va découvrir la romancière. C'est ça. Elle aussi, pour une histoire du réel, c'est-à-dire qu'elle a puisé dans ses origines espagnoles le roman d'une vie, le roman d'une famille. Et donc, ça va être aussi en live, à travers les écrans, l'occasion d'une première rencontre avec cette romancière, musicienne, quelque part. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Rouet, de toutes ces nouvelles qui nous donnent vraiment l'eau à la bouche. À bientôt. Merci beaucoup. À vous. Jean-François Drian, bonjour. Bien le bonjour. Alors, je vous appelle parce que vous êtes le directeur du Volcan, la scène nationale du Havre, et j'aurais voulu votre réaction à propos de cette annonce qui a, il faut dire, abattu les publics, cette non-réouverture le 7 janvier. Qu'est-ce que vous en dites de votre côté ? Eh bien, j'en dis deux choses, que comme presque toujours, tout est affaire d'équilibre et que quand il s'agit de sauver des vies, on ne trouvera personne dans un théâtre public, comme dans un cinéma, comme dans une bibliothèque, comme dans un musée, pour ne pas y aller franchement. Oui, nous, on a envie de sauver les gens parce qu'on les aime. Oui. Et puis, en même temps, l'on dit quelles sont les conditions générales qui nous sont expliquées pour participer de ce sauvetage général dans cette période pandémique. Et là, forcément, on est beaucoup plus circonspect parce qu'on a bien du mal à comprendre d'abord comment la santé des uns et des autres ne passerait pas, y compris par la santé de leur mental, la santé de leur soif de curiosité, et que l'on puisse nourrir l'esprit autant que le corps. Et puis deux, on ne comprend surtout pas, alors qu'aucun cas n'a été recensé dans les théâtres ou dans les cinémas ou dans les musées, que les seules structures qui restent fermées aujourd'hui avec, c'est vrai, les bars et les restaurants, ce soit les théâtres, les cinémas et les musées. Oui, vous avez l'impression que l'avenir est incertain. Le sentiment général, c'est qu'à partir du moment où on entre dans une série de décisions, les expliquant comme extrêmement importantes, c'est très compliqué d'en sortir. En sortir, c'est une politique vaccinale intensive qui soit ouverte le plus rapidement possible aux uns et aux autres. Et là encore, on n'a pas le sentiment qu'on va très franchement dans ce sens, et que tout étant égal par ailleurs, j'ai du mal à imaginer que ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera pas demain. Et de fait, imaginer réouvrir un théâtre toutes les 3 semaines pour finalement ne pas l'ouvrir, et pour les artistes, pour les équipes, pour les spectateurs, quelque chose qui participe de l'incompréhension, de la perte de confiance, et finalement d'une façon un petit peu curieuse d'engager une collectivité, en l'occurrence des êtres humains, dans un combat commun. Oui, parce que la vie des compagnies repose sur une autre temporalité, sans doute.
La vie des compagnies comme la vie des théâtres se décline sur des temporalités dans le réseau national auquel le volcan fait partie, c'est-à-dire les scènes nationales, les centres dramatiques nationaux, les centres chorégraphiques nationaux, Oui, sur un temps qui est un temps long. La saison actuelle du volcan, la saison 2020-2021, pour une grande partie de ce qui la compose, a été construit il y a maintenant plus de 18 mois. Et donc de se bien dire sûr. que du jour au lendemain, tout peut être changé, c'est totalement une vue de l'esprit. Oui. Je crois avoir compris que les compagnies étaient soutenues financièrement, du moins pour la majorité d'entre elles. Oui, la France a défendu pendant très 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 longtemps l'exception culturelle. Le vocabulaire a ensuite beaucoup changé, mais Oui, ce qui reste vrai encore aujourd'hui en 2021, c'est le fait que l'État français, les collectivités publiques en France de manière générale maintenant, oui, participent d'un modèle de politique culturelle qui est encore unique au monde. Et dans ce modèle, oui, la protection des artistes, la protection des salariés, la protection des uns et des autres qui font que la culture existe en France oui. est plus ou moins garantie. Combien de temps le sera-t-elle? Quelles sont les conditions de cette garantie pour les principaux concernés, c'est-à-dire les plus fragiles, les comédiens, les musiciens, les danseurs, les circassiens? Oui, Ça, c'est une vraie question que la crise sociale va révéler au fur et à mesure dans les prochains mois. oui. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les publics sont impatients? Je vous avoue que de notre côté, l'association Maison de la Culture du Havre, nous sommes abattus et en même temps déchirés entre le désir de revenir le plus vite possible au spectacle vivant et la crainte, évidemment, de contamination. Alors, ce qui nous fait tenir, en réalité, en tout cas au volcan, c'est les messages souvent magnifiques que nous recevons de spectateurs, d'usagers, qu'ils soient fidèles ou récents, Oui, qui nous encouragent à tenir bon, qui, alors que la situation devient dramatique, d'ores et déjà nous indiquent qu'ils abandonnent le billet qu'ils avaient réservé pour que ça participe de l'aide qu'ils apportent aux artistes. oui, Et on sent effectivement à la fois une solidarité, une impatience. oui, On sent aussi quelque chose de l'ordre d'une vraie amitié, c'est-à-dire tout à coup, on sait, vous, Volcan, vous êtes aujourd'hui avec toutes les Oui. équipes artistiques dans une situation dont on ne voit pas la fin. oui, Sachez qu'on est avec vous. On Oui. reçoit beaucoup de messages de ce type et je dois dire que pour toute l'équipe, pour toutes les équipes artistiques, c'est du baume au cœur. oui. Oui. Ah oui, je partage. Et je partage aussi l'inquiétude, évidemment, et l'impatience et des artistes, et évidemment de nos adhérents, par exemple, ou de nos auditeurs. Alors, qu'en est-il du virtuel pour vous, du numérique? Pour le numérique et le virtuel, on a inventé une chose formidable qui s'appelle l'ordinateur, qui s'appelle maintenant le smartphone. Et nous, notre métier, c'est le spectacle vivant. Et le spectacle vivant, fondamentalement, il ne permet l'émotion, il ne permet le rapport aux uns et aux autres que dans cette chose extraordinaire qui est le fait d'être assis dans un fauteuil hors du monde en train de vivre une histoire qu'on partage avec d'autres spectateurs et avec une équipe artistique. Tout à fait. Oui, Pour pouvoir rendre cette émotion si particulière avec les moyens modernes, il faut des moyens de production considérables, il faut une réalisation impeccable, il faut du temps et de l'argent. oui, Tout autant de choses que nous n'avons pas beaucoup en ce moment. oui, Et moi, ma conviction, à titre très personnel, c'est que, et c'est ainsi que nous essayons de le construire au Volcan, c'est de proposer aux spectateurs des projets artistiques qui sont faits pour la captation, pour les formats numériques, et non pas d'essayer de faire rentrer dans ces formats des spectacles qui n'ont jamais été conçus pour ça. C'est mal servir les projets artistiques, ah oui. c'est mal servir les artistes et c'est mal servir les spectateurs. Oui, par exemple, on ne pourrait pas voir une pièce qui avait été programmée au Volcan, on pourrait pas la voir sur Internet. Nous l'avons fait à 2 reprises cette saison. Nous l'avons fait avec France Télévisions pour le spectacle féminine de Pauline Bureau, Oui, avec de gros moyens de production, les moyens de France Télévisions. Le résultat est plutôt bon, il est plutôt réussi, mais c'est beaucoup de moyens et beaucoup de temps. Et puis la deuxième tentative, c'était le spectacle d'Olivier Lopez, Rabu de rue, Poupée d'amour, qui a été créé dans le format numérique au CDN de Caen. oui, Le résultat est plutôt réussi aussi, mais
Dans Oui. le premier comme dans le deuxième cas, pour moi qui ai vu ces spectacles en vrai, sur Oui. un plateau, je peux vous garantir que la version plateau est incommensurablement plus intéressante, plus réussie que ce que j'ai vu dans les écrans. Ah oui, 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 oui. Et du coup, vous dites créer un objet différent, en fait, qu'on ne verrait pas du tout en salle. Qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce que c'est, par exemple? Oui. Plutôt que de transformer un spectacle pour qu'il rentre dans un écran, je préfère inventer Oui. une forme spectaculaire qui est directement conçue pour l'écran et que vous ne verrez que dans l'écran. Il n'y aura pas de comparaison possible. Oui. On n'essaye pas à tout prix de sauver un spectacle en se faisant, en lui faisant cet écrin, parce que je crois que ça n'est pas le sauver. Oui. Mais on essaye avec les artistes d'inventer quelque chose qui, pour le coup, ne peut se voir que sur Internet. Et là, je trouve que tout est plutôt dans l'ordre, tout est normal, tout est artistiquement juste. Ah d'accord, parce que on se souvient, nous, avec une très très grande émotion, et je suis vraiment pas la seule à le dire, du spectacle Festen de Cyril Test, et effectivement, il avait, lui, une utilisation de la vidéo extraordinaire. Voilà, mais qui prend toute sa valeur, qui délivre tout son message quand on est assis dans une salle. Ah, bien et sûr. qu'on a ce Oui, rapport entre bien des sûr. comédiens qui sont en train de jouer, Complètement. et ce film qui est au lointain. Oui. C'est un petit peu le même type de travail que ce que réalise la Cordonnerie, qui aurait dû jouer cette semaine au Volcan, Oui. qui est venu au Volcan, qui a passé une semaine au travail sur le plateau, qui a Oui. présenté ce travail aux professionnels. Malheureusement, c'est les seuls qui ont pu le voir hier. D'accord. Et c'est ce même type. Et quand je regardais cette salle vide, nous étions une vingtaine à regarder ce travail, que je voyais la qualité de ce travail, je me disais à la fois, ça n'est pas possible de rendre ça sur un streaming live tel qu'on peut les faire aujourd'hui. Et c'est exactement à ça que le grand public doit avoir accès aujourd'hui pour se refaire une santé, Bien pour sûr. se projeter dans l'avenir Bien sûr. et pour se dire qu'il nous en reste des choses à faire ensemble. Complètement. Ça veut dire que le Volcan continue à accueillir des artistes en répétition, en travail. Oui, le Volcan joue son rôle depuis le début de la crise en faisant en sorte, jour après jour, que nous participions, que nous engagions nous-mêmes ce que l'on appellerait de manière facile un plan de relance. Oui. La base du plan de relance, c'est d'accueillir des artistes professionnels pour qu'ils travaillent, pour qu'ils ne perdent pas leur savoir-faire, qu'ils ne perdent pas les spectacles qui sont produits et que demain, après-demain, en tout cas dès qu'on pourra ouvrir, ils soient en situation de se présenter devant un public. Oui, 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 oui. Oui. Qu'est-ce que on pourrait dire maintenant sur la situation des scènes nationales dans toute la France? J'imagine qu'elle est la même qu'au Volcan. Elle est rigoureusement la même. Il y a de vraies différences en fonction des villes et des tailles de scènes nationales. Pour certaines, les plus grosses, elles sont dans la même situation que nous, c'est-à-dire les portes sont ouvertes, les artistes travaillent, on essaye d'inventer de nouvelles formes pour tenir compte de la réalité de la Covid. Et puis dans d'autres maisons qui sont beaucoup plus petites, beaucoup moins bien dotées, évidemment que la situation est encore plus compliquée. Et puis il y a aussi les scènes nationales qui ont la double peine, celles qui ont un cinéma. Et on sait ce que ça veut dire ici, puisque très longtemps, la scène nationale avait son cinéma. Oui. Et dans ces scènes nationales, c'est à la fois le spectacle vivant et le cinéma qui sont totalement arrêtés. Et pour le coup, on est dans un réseau qui souffre très très fort là. Ah oui. Dites donc, est-ce que ça veut dire aussi que les pièces que nous aurions dû voir cette année, les spectacles, nous ne pourrons plus jamais les voir ? Ça veut dire que tous les spectacles que nous avons coproduits, et comme vous le savez, nous sommes dans une maison où le nombre de coproductions est extrêmement important. Toutes ces pièces-là, vous les verrez, je ne sais pas encore vous dire précisément quand, puisque ça va dépendre de l'évolution de la pandémie, mais ces pièces-là, vous les verrez quoi qu'il en soit au Volcan. D'accord. Par contre, toutes celles pour lesquelles nous ne sommes pas coproducteurs, c'est devenu impossible aujourd'hui et nous sommes obligés de les annuler purement et simplement. Oui. D'autant plus, j'imagine, les spectacles venant de l'étranger. Alors la problématique des tournées internationales est une des problématiques les plus compliquées du moment parce que nous avons nos problèmes franco-français, évidemment. Oui. Mais ensuite, chaque pays a son mode de relation et de lutte par rapport à cette pandémie qui fait que, par exemple, les Australiens aujourd'hui
ne sont plus en situation de confinement ou de couvre-feu, mais les citoyens australiens n'ont pas le droit de quitter leur pays. Donc, les cirques australiens que nous avions invités cette année ne viendront pas. Oui. Et puis, vous voyez qu'en fonction des jours et des semaines, chaque pays, que ce soit dans l'espace Schengen ou au-delà, prend des mesures différentes. Oui. Plus rien n'est possible d'anticiper. Et donc, il est probable que pour la saison 21-22, le nombre de tournées internationales soit extrêmement limité. Oui, oui, oui. Finalement, il serait beaucoup plus salutaire, j'imagine, pour vous, comme évidemment pour nous, d'en rester à la saison prochaine, quoi, d'en rester à une fermeture prolongée, même difficile, de façon à ce que tout le monde puisse travailler ou je sais pas, tranquillement. Ce qui est sûr, c'est que nous préférons la visibilité. Je préfère, comme n'importe quel marin, imaginer avec mes cartes toucher bientôt la terre et pouvoir Oui. me ravitailler, que de continuer à être au milieu d'un océan sans carte, dans le brouillard et sans étoiles, sans savoir si j'arriverai un jour à voir la Terre. Oui, oui, oui. Alors la réponse est franchement oui. Je préférerais Oui. que l'on nous annonce que pour sauver des vies et en nous expliquant comment et pourquoi nous restions fermés jusqu'au mois de mai ou jusqu'au mois de juin. Oui, oui. Parce que ça nous permettrait, avec les artistes, non plus d'être en permanence à attendre et à espérer, mais on serait dans le faire. Oui. Et puis on pourrait dire à l'ensemble des spectateurs, rendez-vous le 1er septembre et Oui. vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà. On va revivre ensemble et ça va être formidable. Ah oui, je l'entends. Même si je piaffe d'impatience, évidemment, de mon côté. Oui, oui. Ben oui. Oui. Mais nous aussi, en tout cas, une fois que j'ai dit ça, comme évidemment ça n'est pas l'option qui a été prise par le gouvernement, nous on se tient prêt tous les 21 jours à rouvrir, les artistes sont chauds bouillants, les décors sont montés, Oui. et à chaque fois on est fin prêt à ouvrir parce qu'on est évidemment impatient aussi. Ah oui, 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 oui. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est de voir que les artistes, grâce au volcan, peuvent y travailler, y répéter, y créer. Voilà, ça ça nous fait plaisir, ça. Mais c'est indispensable, c'est le rôle des grands théâtres publics, c'est le rôle du service public de la culture à la française, et Oui. c'est notre honneur de pouvoir le faire au quotidien. C'est ça. Et les financeurs vous soutiennent là dans cette période avec toutes ces annulations, ces reports, cette absence de billetterie. Oui, en tout cas, jusqu'à présent, les positions qui ont été prises par l'État, par la ville du Havre, par le département et par la région Et par la Normandie, région. vont tous effectivement dans le même sens, qui est il faut tenir. Tenir. Et on vous aidera. Entendu. Je ne Oui. sais pas si nous irons, selon l'expression présidentielle, jusqu'au coûte que coûte, mais Oui. en tout cas, pour le moment, Oui. l'ensemble des collectivités et de l'État nous accompagnent dans cette aventure. Oui. Oui, oui. Eh bien, écoutez, Jean-François Drian, de la part des petits groupes de spectateurs que je représente, on vous dit, grand Dieu, qu'on est avec vous et qu'on vous soutient et qu'on a hâte de vous voir, bien sûr, mais dans de bonnes conditions et que on est prêt aussi à répondre à vos appels, etc. Eh ben, je vous remercie mille fois et je dis à tous vos adhérents, à vos auditeurs et à vous-même à très très bientôt. Voilà. Et puis alors, augurons une meilleure année. Souhaitons-le. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François Drian. Au revoir, à bientôt. Merci à vous. Franck Testard, bonjour. Bonjour, comment ça va Isabelle? Ça va bien. Alors, vous êtes directeur du Tetris et j'aurais voulu, et je suis pas seul à vouloir, connaître votre réaction après cette annonce de non-réouverture des lieux culturels là, le 7 janvier. Qu'est-ce que vous en dites? Que puis-je dire? Que nous sommes complètement désolés, abattus, énervés, fatigués. Oui, Je pense que c'est un peu, il y a beaucoup d'adjectifs qui pourraient correspondre à cette annonce. oui, oui, oui. Pour plusieurs raisons. Premièrement, je pense que très sincèrement, pour comme nous tous, Oui, avoir vu des tas de gens pendant Noël ou même maintenant faire des courses dans des grandes surfaces, etc. oui, Je pense qu'on avait prouvé, nous, alors que ça soit théâtre et cinéma, je pense à plus des lieux culturels assis, oui, puisque nous on a du gradin maintenant des frises, qu'on était en capacité complète d'accueillir des gens dans les règles de sécurité qui sont celles qui sont mises sur une grande surface ou un grand magasin. mais oui, vous les aviez mises en œuvre, toutes ces mesures. On les avait déjà mises en œuvre et je pense que c'est exactement pareil pour les cinémas. Donc Oui, il y a des choses que je peux comprendre, peut-être je peux comprendre pour les bars, mais oui, franchement, oui, pour ce qui est des théâtres et des cinémas, je ne comprends pas.
Oui. Voilà, Oui, ça oui. c'est la première chose. Et la deuxième chose, là où on est un tout petit peu énervé, Oui, ou agacé, oui, c'est que l'Espagne a très bien réglé le problème oui, en autorisant les gens à aller au spectacle et au cinéma dans Oui. des règles très strictes avec détection de chaleur, etc. Enfin bon, bref, la totale. oui, Et ils ne sont pas clusters. oui, Donc oui, nous, on a demandé, je sais qu'il y a une demande qui est très forte qui est faite par les Eurokéennes de Belfort oui, pour faire un concert à 500 personnes en Oui. test. oui. Voir si vraiment il y a moyen de faire un concert sans que les gens soient contaminés. C'est ça. Est-ce que c'est difficile à mettre en œuvre? C'est techniquement toujours compliqué parce qu'il faut et surveiller les gens qui aient bien leur masque. Oui, L'entrée, la sortie, on passe à tout le monde, masque obligatoire évidemment, gel hydroalcoolique, oui, prise de température, donc ça nécessite un petit peu oui, un petit peu plus de technique, oui, mais pas finalement pas plus ni moins que voilà. Et l'aération de la salle compte beaucoup aussi. oui, oui, Les aérations des salles, puisque le virus se propage énormément dans des lieux clos. oui, À partir du moment où les lieux sont aérés, oui, oui, déjà on oui. réduit la propagation. C'est ça. Donc nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on aurait aimé être pris en compte et que les gens puissent essayer. Oui, Voilà, que oui, oui. l'État puisse nous dire bon on fait un essai. Voilà, ce Et qu'on là, demande maintenant, oui, c'est ça, d'accord. faire un essai. Ah oui, Parce vous qu'on se n'avez voit pas rester été comme ça. entendu jusque-là. Ah non, 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 non. non, très sincèrement, non. Ils sont désolés pour nous. Oui, Ils font des tas de choses pour, oui, on pourrait dire pour pallier. Donc oui, évidemment, on bien a sûr. tous les lieux. Enfin, mais bon, Oui, pour ceux qui sont labellisés, pour les lieux qui sont subventionnés, les choses plus le chômage partiel, oui, disons que c'est moins pire. oui, Pour les intermittents, ça a été prolongé, mais on demande une prolongation oui, encore, encore et encore. oui, bien sûr. Et puis pour les jeunes artistes, ceux qui sont les jeunes ou les moins jeunes, mais ceux qui sont dans une précarité, ça va être une précarité x2, x4, x10, quoi. Et c'est ça, c'est Donc, là, pour l'instant, oui. rien n'est fait, Et rien oui. n'est prévu. Ah oui, oui, Que je c'est sache. effrayant. Oui, oui. Et qu'en est-il des concerts alors qui avaient été programmés, qui ont été reportés, voire annulés? On continue de reporter. Enfin là, on a décidé d'arrêter de reporter, Oui, sauf pour certains, comme Benjamin Biolay, qu'on a annulé et qu'on va reporter. oui, Il y avait une date aussi avec un groupe plutôt rock, Last Train, sur le mois d'avril. oui. Pour l'instant, on le maintient. Enfin non, eux, ils ont annulé. Ah, Donc on va c'est essayer ça. de reporter, Oui, peut-être oui, sur West Park ou sur une autre date, parce qu'il y a Oui. aussi des groupes qui préfèrent annuler. oui, Donc les concerts en debout dans une salle, pour l'instant, on Oui. ne sait pas quoi dire. oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Et alors, vous aussi, vous avez sans doute utilisé le numérique, vous avez retransmis des concerts virtuels? Non, on n'a pas retransmis de concert Non. enfin on n'a pas fait ça. On a pris un Non. autre champ. Oui, On a décidé de faire beaucoup de résidences. oui, Donc tout le mois de novembre et décembre, on a fait énormément comme résidence. On a Ah. accueilli beaucoup de groupes. oui, On avait déjà Médine qui était prévu. On a Oui. accueilli Denise. Enfin Oui. bref, on a accueilli beaucoup Oui. de groupes. c'est ça, vous avez continué à travailler, et les artistes aussi. C'est la seule façon de pouvoir Oui, embaucher les artistes oui, dans un schéma autorisé. bien Puisque sûr, bien sûr. la résidence de création est autorisée. C'est ça, c'est ça. Oui, oui, Donc nous, on a pris ce pendant-là. oui, Et puis il y a une salariée du Tetris, Marie, Mhm. qui s'occupe de la régie générale, oui, a monté un projet, un appel à projet oui, pour un groupe qui s'appelle les Pink Flamingos. Donc Oui. peut-être qu'on va le refaire. oui, Dans une idée de prendre les groupes plutôt comme un challenge, oui, c'est-à-dire leur dire voilà, vous arrivez, vous savez pas, on va Oui. vous mettre en situation. Donc il y avait une vidéo qui a été tournée sur leur arrivée, leur cycle de création. oui, Et on leur a proposé de faire un clip dans Oui. le Tetris avec disons une obligation, celle d'utiliser des jouets pour enfants. oui, Donc ils se sont prêtés au jeu, c'était très drôle, ils ont joué Oui. un peu dans tous les espaces du Tetris, oui, et ça a été vu plus de 5000 fois, je crois. oui, oui. Et ça, c'était spécialement conçu pour le numérique.
C'est-à-dire que ça nous permettait de travailler avec un groupe, de continuer à travailler en création avec eux, Oui, et de continuer d'alimenter un peu les réseaux et oui, de bien donner sûr. quelque chose du grain à moudre en attendant qu'on puisse Oui, bien rouvrir, quoi. sûr, bien sûr. Sinon, vous, évidemment, j'imagine que vous êtes aussi un peu circonspect face aux enregistrements virtuels, enfin aux diffusions virtuelles. J'ai pas entendu la Vous question. êtes circonspect, vous êtes méfiant, enfin, c'est-à-dire que c'est évidemment pas du Oui, tout. Oui, oui, en fait, moi bon, oui, retransmettre un concert, oui, c'est un peu comme retransmettre une pièce de théâtre. On a tous vu des pièces de théâtre à la télé, on voit ce que ça donne. oui, oui, Bon, oui, voilà, oui, ça peut être un exercice, oui, mais franchement, un oui, concert pour nous, c'est debout dans oui, une salle oui, oui. et ça se touche, ça se colle et ça transpire, quoi. Oui, Donc, c'est vivant. Oui, bien voilà, sûr. c'est vivant et c'est un peu pareil pour le spectacle, hein. Moi, je suis désolé, mais voir une pièce de théâtre enregistrée, j'y suis pas allé d'ailleurs. Oui, On oui, dès oui. qu'on pourra retourner voir des spectacles et des concerts évidemment, Ah oui, on ça le je fera. comprends. Je comprends. Oui, oui. Il y a beaucoup plus d'énergie qui circule, évidemment, dans une salle entre artistes et public. C'est évident, ça. Oui. D'énergie, d'émotion, Oui, oui. il manque quelque chose en fait. Donc, Mais je crois que tous les publics aussi sont très malheureux, hein. je pense. Oui, on Moi, je pense sent. que tous ceux. Moi, j'attends de voir comment va se passer la réouverture des concerts en debout. Oui, Mais je pense que ça va être. oui, Je pense que pour nous Tetris, tous les oui, usagers du Tetris oui, vont revenir avec un grand plaisir parce qu'ils oui, ont oui, envie de oui, ça. oui, oui, oui. En fait, c'est un tout. Hein, C'est ça, je c'est trouve, ça. c'est Oui, une ambiance. bien sûr, bien sûr. Voilà. Bon, ben on attend tout ça avec impatience, alors, Franck, hein, bien sûr. Ben oui, Voilà. nous aussi. On attend déjà le 20 janvier pour les prises de parole et puis Voilà. à suivre. Alors rendez-vous bientôt en vrai. Oui, Oui. espérons. Merci Franck Testa. Merci à toi. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. C'était Viva Culture. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 11h pour une nouvelle émission. Je vous remercie de garder le lien avec nous. En ces temps de morosité, c'est extrêmement précieux. Je vous donne bon courage pour supporter encore cette épidémie et de tenir bon avec nous. Rejoignez-nous si vous le voulez. Adhérez à l'association Maison de la Culture du Havre. Au revoir. Bonne semaine.